chers et nombreux collègues, à cette heure pourtant qui n'est encore pas très avancée tout de même de l'après-midi. En tout cas, pour certains députés, certains d'entre nous qui étaient déjà présents, déjà députés dans la précédente législature, j'en faisais partie, il s'agit aujourd'hui, si j'ai bien compté, de la 6e discussion relative à la mise en œuvre de l'article 11 de la Constitution. Il faut croire que certains peut-être ont pris goût à ce débat. Je dois plutôt, pour ma part, vous témoigner une certaine lassitude. Et cette séquence parlementaire, enfin cette multiplication de séquences parlementaires, nous aura permis de réfléchir, de discuter. Il y a des éléments intéressants de l'exigence démocratique de nos institutions et de replacer au cœur, peut-être, de nos institutions, en tout cas de nos débats, de ces débats, la question de la participation citoyenne à la vie législative et même d'une forme d'initiative citoyenne. Et elle aura peut-être eu aussi le mérite de révéler, il faut bien le dire, certaines manipulations que je qualifierais de politiciennes de l'opposition d'aujourd'hui, qui était la majorité d'hier, et en tout cas des revirements pour le moins saisissants et étonnants. Car de quoi parlons-nous? Les 2 projets de loi renvoyés devant notre Assemblée après la commission mixte paritaire précisent les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions, nouvelles, qui datent de 5 ans tout de même, de l'article 11 de notre Constitution. J'ai cru noter d'ailleurs que le ministre a dit près de 5 ans, or la précision nous conduit à dire plus de 5 ans, car la réforme constitutionnelle de 2008 avait été adoptée au mois de juillet, et nous sommes aujourd'hui au mois de novembre 2013. Que dit cet article? Que le président de la République peut soumettre au référendum toute proposition portée par 1/5 au moins des membres du Parlement et approuvée par 1/10 des électeurs inscrits si cette proposition, c'est là que c'est tout de même assez tordu, disons-le, n'a pas été examinée par l'une des 2 assemblées dans les délais fixés par la loi organique. Il s'agit donc d'une nouvelle voie d'initiative parlementaire qui ne concerne en réalité que les principaux partis ou les principaux groupes politiques de nos 2 assemblées, seuls à même de pouvoir réunir 185 parlementaires, et qui repose sur un mécanisme que l'on pourrait appeler peut-être d'initiative partagée, de droit d'interpellation de nos concitoyens vis-à-vis du Parlement. Mon collègue Paul Molac l'avait dit lors de la précédente discussion, ces dispositions sur le fond de la réforme de 2008 ne satisfont pas à nos yeux l'exigence démocratique et participative que le groupe écologiste porte. D'abord parce que l'objet premier de cet article est de permettre l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de loi, le référendum n'étant envisagé qu'en ultime recours. Ensuite parce qu'à travers ces nouvelles dispositions, l'initiative de la loi demeure l'apanage des parlementaires, les citoyens étant simplement convoqués dans un second temps pour soutenir une proposition. Enfin, parce que les seuils fixés, 1/5 du Parlement, beaucoup plus élevés que les seuils qui peuvent déjà exister. Quelqu'un a rappelé que pour saisir le Conseil constitutionnel, c'est 60 députés ou sénateurs, c'est plutôt 1/10. 1/10 des électeurs inscrits, ce qui est énorme, ce qui évidemment fera augmenter le chiffre en valeur absolue, puisque nous sommes dans un pays qui voit son nombre d'électeurs inscrits augmenter au fil des années du fait d'une certaine dynamique démographique. Il ne s'agit donc pas d'un référendum d'initiative populaire, mais bien d'une combinaison un peu hybride, et serais-je tenté de dire bâtarde, d'une initiative parlementaire et d'une initiative citoyenne. Maintenant, je voudrais rappeler le contexte dans lequel le groupe UMP a décidé d'inscrire cette proposition de loi, ce texte, à l'origine projet de loi organique dans nos débats parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Je voudrais redire qu'il avait vendu, si on peut dire, cette procédure pour tenter de faire croire qu'il pourrait y avoir
un référendum sur la loi instituant l'égalité des citoyens devant le mariage, qu'on a appelé la loi sur le mariage pour tous. Or, en fait, il n'en est rien, et j'y reviendrai compte tenu de la procédure. Je voudrais m'étonner que l'UMP ait découvert de soudaines vertus à cette disposition de la réforme constitutionnelle de 2008, qui ouvre une petite porte. C'est pour ça que moi-même, je l'avais soutenu dans le précédent mandat comme une première étape qui en appelle d'autres, alors que, donc, entre 2008 et 2012, entre juillet 2008 et mai 2012, l'UMP n'a jamais souhaité réellement mettre en œuvre ce texte. Je voudrais rappeler qu'en décembre 2010, j'ai proposé un texte, une proposition de loi organique, ne voyant rien venir de la part du gouvernement de l'époque. Le ministre des Relations avec le Parlement l'a rappelé d'ailleurs dans son intervention tout à l'heure. J'ai proposé un texte de loi organique. Il pouvait être amendé. Et le groupe UMP, à l'époque, qui était très majoritaire dans l'Assemblée, aurait pu participer au travail législatif. Il a fait le choix. Je crois que, M. Geoffroy, vous étiez déjà l'orateur du groupe UMP à l'époque. Vous aviez fait le choix de vous opposer à ce texte. Et alors, c'était une opposition pure et simple, puisque vous n'aviez même pas déposé le moindre amendement. Vous aviez décidé d'utiliser un artifice de procédure que permet notre Constitution pour renvoyer à un vote bloqué à une séance ultérieure qui a permis de rejeter le texte en bloc. Ensuite, vous nous avez dit, c'était la justification, mais c'est pas grave, le gouvernement prépare quelque chose. Prenez son temps, nous étions en décembre 2010, cela faisait 2 ans et demi que la réforme de la Constitution avait été votée, et en effet, vous avez pris votre temps puisque le gouvernement a présenté un texte en décembre 2011. 1 an après mon initiative, et donc 3 ans et demi après la réforme de la Constitution. Et il fallait le faire, puisqu'en décembre 2011, nous étions naturellement à quelques mois seulement de la suspension des travaux, de la fin de la législature, qui allait conduire donc à l'élection présidentielle d'abord, aux élections législatives ensuite. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une seule lecture à l'Assemblée. Je crois que le texte n'a même pas été examiné au Sénat, ce que le gouvernement avait tout à fait la possibilité de faire. Donc, cet épisode peu glorieux a précédé un retournement, un revirement de votre part. Vous avez décidé de vous saisir tout d'un coup de cette procédure à laquelle vous avez trouvé tellement de vertus que vous l'avez survendue. Peut-être pas vous, Monsieur Geoffroy, d'ailleurs je dois reconnaître, vous avez fait preuve d'un peu plus de rigueur, sans doute intellectuelle et législative en la matière, mais certains de vos collègues, qui ne sont pas là, je crois, d'ailleurs cet après-midi, M. Mariton, M. Le Fur et quelques autres ont convoqué la presse pour dire foi de députés UMP, nous allons réussir à avoir un référendum sur la loi sur le mariage pour tous. Et quand tous les observateurs les regardaient avec des yeux écarquillés, ils ont dit mais si, nous avons trouvé la voie, c'est la loi organique et le groupe UMP va l'inscrire dans la niche. C'est ce que vous avez fait, mais évidemment cela ne permettrait pas, vous le savez, et il faut le rappeler, on pourrait décliner d'ailleurs toutes les étapes qui mènerait, si le texte-là est définitivement adopté, ce que nous souhaitons, parce que nous ne sommes pas pour la politique du pire, eh bien, ensuite, avec le temps de délai qui est prévu pour les différentes étapes, l'objectif de 4,5 millions. Donc, d'après, on va voir à l'issue de la révision habituelle des listes électorales, mais le corps électoral français est constitué de plus de 44 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Il faudrait donc avoir plus de 4,5 millions de signatures. C'est un objectif évidemment difficile à atteindre. Et ensuite, eh bien, nous aurions cet aspect un peu surréaliste que si je reprends votre exemple sur le mariage, la loi, si le Conseil constitutionnel considérait comme recevable un texte sur ce sujet, que nous avions épuisé le délai d'1 an pendant lequel on ne peut pas remettre en cause un texte voté par l'Assemblée et le Sénat, il faudrait avoir un rejet sans doute de l'Assemblée sous cette législature. Une adoption au Sénat paraît peu probable et ensuite on constaterait que la procédure de l'article 11 de la Constitution s'appliquant, il n'y aurait absolument pas de référendum puisqu'il suffit que les deux assemblées simplement aient examiné la proposition
sans autre forme de procès. Ils ne sont même pas obligés de les adopter ou de les rejeter. Il faudrait simplement les avoir examinés pour qu'elles soient ensuite définitivement abandonnées. Donc moi, je pense que la démarche qui a été la vôtre n'a pas été très honnête du point de vue intellectuel et politique, et c'est dommage. Ça participe à une décrédibilisation de la parole politique. Je ne mets pas en cause le travail législatif qui a été effectué avec nos collègues sénateurs. C'est un travail qui est sérieux, qui est concret, et nous l'approuvons. Donc nous, nous voterons pour ce texte, et je conclurai en disant que l'avenir dira si un jour cette procédure est seulement au moins une fois utilisée, ce dont on peut douter. Mais si un tel exercice se produisait, il conduirait, j'en suis sûr, à une conclusion simple. Il faudrait réformer la Constitution sur l'article 11, comme sur d'autres articles d'ailleurs, selon nous, pour aller vers une vraie procédure de référendum d'initiative populaire et citoyenne. Mais ultime contradiction de nos collègues de l'UMP, ils sont contre toute réforme de la Constitution. La boucle est bouclée, si l'on peut dire, et c'est bien triste pour la crédibilité de la parole politique. Merci. Merci, monsieur le député.